Dora Maar est une figure fascinante du XXe siècle. C'était une femme flamboyante, extrêmement libre, intelligente, belle. C'était une femme complexe, en quête d'absolu, à la santé mentale fluctuante. Une femme qui était animée d'une passion dévorante et qui était, selon son ami Brassailles, encline aux orages et aux explosions. Elle a pris part, en fait, à l'invention du XXe siècle. Elle était radicalement engagée politiquement. Elle a participé aux mouvements artistiques les plus avant-gardistes de son temps. Elle a collaboré, elle a inspiré de nombreux artistes, mais surtout, elle était elle-même d'une créativité débordante, un génie créatif infini. Elle a exploré différents médiums à travers différentes périodes de sa vie créative. Elle était, selon son grand ami, le poète Paul Éluard, la femme qui tient toutes les images dans ses mains. Dora Maar est née en 1907 sous le nom de Henriette Teodora Marković. Son père était un architecte d'origine croate, sa mère tenait une boutique de mode. En fait, elle venait d'une famille relativement aisée. Son père a beaucoup travaillé, surtout en Argentine, donc elle a passé son enfance entre l'Argentine et l'Europe. Elle venait d'une famille aisée, mais pas assez aisée pour lui permettre d'explorer la peinture comme elle aurait souhaité le faire. Il était assez évident pour tout le monde dans sa famille qu'elle allait devoir être indépendante financièrement. Donc quand elle a expliqué à ses parents qu'elle souhaitait devenir peintre, ils lui ont en fait conseillé de choisir une voie un peu moins précaire. Et c'est comme ça qu'en 1923, elle est rentrée à l'Union centrale des arts décoratifs pour apprendre un métier dans lequel il y aurait probablement un peu plus de débouchés. C'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer son amie qui sera son amie la plus proche, Jacqueline Lamba. Jacqueline Lamba est elle aussi artiste, elle a été danseuse, sculptrice, mais surtout peintre surréaliste elle aussi. Elle formait un duo assez fantastique, un duo créatif génial, et puis c'était toutes les deux des femmes extrêmement belles qui n'ont pas manqué de fasciner tous les hommes qui les entouraient. Elles vont créer autour d'elles tout un réseau d'intellectuels, d'artistes et de militants politiques. Dora Maar va quand même étudier la peinture contre l'avis de ses parents, donc à l'Académie Julian et à l'Académie Lotz. Elle va, à cette période où elle tâtonne, où elle cherche, donc pendant toutes ces années, 1920 jusqu'en 1930, s'essayer à la photographie qui va très vite devenir son médium de prédilection. Donc elle a commencé en fait comme photographe de plateau, donc sur les plateaux de cinéma, et puis en fait dès 1930, donc à 23 ans, elle va ouvrir d'abord avec un associé puis seule, elle va ouvrir un studio de photographie, et ça va être une entrepreneuse extrêmement successful puisque elle va travailler avec une quarantaine de magazines de mode principalement. Elle va réaliser des publicités, des séries de mode, des photos de commande. Ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus parce qu'elles sont extrêmement intéressantes puisqu'on y retrouve déjà une esthétique totalement surréaliste, étrange, onirique. Par exemple, ces publicités pour Petrolane, ce sont des images d'une créativité folle si on les compare à la sagesse des publicités pour les produits de beauté aujourd'hui. Et en fait, toutes ces images, elles sont déjà teintées d'une atmosphère légèrement inquiétante, chargée de symbolisme. Les cheveux féminins, par exemple, surtout lorsqu'ils sont détachés du corps, ils ont cette puissance animale, presque sexuelle. Et puis cette publicité pour un masque pour le visage est elle aussi très intrigante, tout comme ce photomontage intitulé « Les années vous guettent » où une toile d'araignée recouvre le visage pur et innocent, mais aussi marqué par l'anxiété de son amie Nouche Éluard, qui était donc très belle, considérée un canon de beauté à l'époque. Et donc le titre, Les années vous guettent, nous indique que c'était en fait une pub pour une crème contre les rides. Donc ce travail de commande est déjà très intéressant, mais elle va évidemment aller beaucoup plus loin dans son travail personnel de photographie. Elle est très proche en fait de plusieurs des membres du mouvement surréaliste. C'est même la compagne de Georges Bataille pendant un moment. Donc Georges Bataille qui théorise notamment l'informe, donc l'informe qui vise à renoncer à la pensée logique, à catégoriser les choses, à les séparer les unes des autres, qui veut renoncer en fait à tout ce qui donne une forme au monde justement, hein, à cette pensée logique. Et Georges Bataille, lui, il s'intéresse à tout ce qui est inexprimé, tout ce qui est impensé. C'était une des grandes figures du surréalisme. Par ailleurs, Dora Maar était également proche d'André Breton, qui était le grand leader, le leader suprême et quelque peu autoritaire du mouvement surréaliste. André Breton qui était proche de Dora Maar comme de plusieurs autres femmes qui ont gravité autour de ce cercle, mais qui a toujours refusé de faire entrer officiellement des femmes dans le mouvement surréaliste, qui était d'une grande misogynie, et qui par ailleurs refusait ou excluait des membres selon son bon vouloir, et dès qu'ils n'étaient pas parfaitement d'accord avec lui, Georges Bataille en a par exemple fait les frais.
Elle a exposé donc avec les expressionnistes, mais elle n'a pas réellement fait partie du groupe signé de manifestes surréalistes. Mais son œuvre est évidemment totalement surréaliste dans ces années-là, et elle va beaucoup contribuer en fait à créer les images marquantes du surréalisme, à développer ce vocabulaire du surréalisme qui sert donc à explorer l'inconscient, l'informe. On retrouve par exemple dans ses œuvres des morceaux de corps, comme les cheveux qu'on a déjà vus, mais aussi les mains, qu'on retrouve dans cette œuvre de 1934. Mais en fait, ce motif de main, c'est un motif qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre des artistes surréalistes, notamment chez Claude Cahun et Marcel Moore, sur qui j'ai déjà fait une vidéo, mais aussi chez Man Ray, qui photographie d'ailleurs ici Dora Maar. Et en fait, on voit d'ailleurs dans ce portrait de Dora Maar qu'elle était particulièrement sophistiquée, qu'elle avait les sourcils très épilés à la mode de l'époque, du vernis à ongles, du rouge à lèvres. Elle était dans une exploration de la construction de la féminité. Et cette construction de la féminité, on va la retrouver dans ses œuvres, puisque cette main, par exemple, est parfaitement manucurée. Et donc cette œuvre, c'est une créature étrange que crée Dora Maar, une créature très troublante puisqu'elle sort d'un coquillage qui évoque souvent le sexe de la femme, et la position de la main évoque le geste de la masturbation. Et en fait, elle va continuer à créer des monstres, donc comme cette image qui a énormément intrigué à l'époque, puisque personne ne comprenait de quoi il s'agissait et que Dora Maar refusait de révéler le sujet de l'œuvre. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit très probablement d'un fœtus de tatou, mais ce monstre qu'elle avait appelé Père Ubu, c'est devenu un des symboles du mouvement, une des images les plus iconiques du mouvement surréaliste. Donc les monstres de Dora Maar, ce sont souvent des femmes monstres, comme ici, dans cette œuvre, qui prend le nom de l'adresse de son atelier, en fait, 29 rue d'Astrog. Et si les femmes ne sont pas monstrueuses dans son œuvre, elles sont découpées et manipulées par les hommes, comme dans cette œuvre, par exemple, qui évoque bien d'autres œuvres du mouvement surréaliste qui ne manquent pas de débiter le corps des femmes en morceaux pour en faire des objets de fétichisation, à la fois dans les arts, mais aussi dans la littérature. Mais son photomontage que je trouve le plus marquant, qui est pour moi une véritable vision cauchemardesque et qui, je pense, ne va pas manquer de vous hanter, c'est celui-ci, qui s'intitule Le Simulateur. Alors, personne ne comprend à quoi fait référence ce titre, Le Simulateur. On y voit un enfant dans une position qui n'a absolument rien de naturel, dont en fait elle a gratté les yeux pour qu'il ait l'air d'avoir donc les yeux révulsés ou d'être aveugle. Donc l'aveuglement, c'est un motif récurrent dans son œuvre, mais plus généralement dans le surréalisme, et ça évoque donc cette vision intérieure, cette exploration de la vision du monde intérieur. Cet enfant, il est dans un espace totalement claustrophobique, un autre espace comme dans certains de ses photomontages où l'architecture est distordue, un espace impossible dont le sol est courbe, dont les fenêtres sont bouchées, à l'angle d'un couloir, ce qui est un motif récurrent de mes propres cauchemars, mais j'imagine que je suis pas la seule à trouver ce couloir absolument effrayant. Et en fait, quand on retourne l'image, on comprend mieux comment elle est construite, puisque en fait il s'agit des voûtes de l'orangerie à Versailles, mais ceci dit, même dans ce sens, avec ce petit garçon pendu au plafond, l'image n'est pas plus rassurante. Donc toutes ces années 30, ces années où elle crée ses photomontages, c'est vraiment les années de gloire de Dora Maar. Elle est connue, elle est reconnue, elle a énormément de commandes et les surréalistes l'exposent très souvent, très régulièrement dans leurs expositions. Elle est très bien entourée, elle voyage beaucoup, seule, elle va notamment à Barcelone, à Londres. Elle est très engagée politiquement. En fait, elle commence par aller photographier dans la rue les conditions de vie des populations les plus pauvres, notamment dans la zone à Paris, qui sont donc les quartiers les plus pauvres de Paris. Donc elle photographie les conséquences de la Grande Dépression de 1929, et donc elle milite activement en politique. Elle considère en fait que le communisme n'est pas assez radical, et elle fait partie des fondateurs et fondatrices de Contre-Attaque, qui est un groupe qui se crée en 1935, où on retrouve aussi Breton et Bataille, qui est un groupe en fait qui appelle à une dictature du peuple armé, à la violence impérative de ce peuple. Et en fait, elle est le porte-parole de ce mouvement, puisque sur les tracts de Contre-Attaque, on retrouve son numéro de téléphone avec des horaires auxquels on peut l'appeler pour obtenir des informations sur le groupe et les pensées de Contre-Attaque. Donc elle est très active, très entourée, et en 1935, donc l'année où se crée Contre-Attaque, c'est aussi l'année où elle va rencontrer Picasso. À ce moment-là, elle est au sommet de sa gloire. Picasso, lui, au contraire, sort d'une grande dépression, d'une période où il n'a
quasiment pas créé. En fait, il l'aurait vu pour la première fois dans le studio de Man Ray, il aurait été fasciné par le visage de Dora Maar, il aurait demandé à Paul Éluard de les introduire et selon la légende, la première fois qu'il aurait vu Dora Maar, ça aurait été à la terrasse des Deux Magots où elle aurait été assise seule avec la main à plat sur la table et elle s'amusait à lancer des couteaux entre ses doigts, ce qui vous donne une idée du genre de femme qu'était Dora Maar. Leur relation va durer presque 10 ans, elle va le photographier très rapidement dans son studio, elle lui apprend aussi la technique des clichés verts qui vont permettre à Picasso de mêler photographie et dessin, donc il y a un vrai échange entre les deux, il retrouve l'inspiration en la peignant, il va énormément la peindre, des centaines et des centaines de fois. Il a une piètre opinion de la photographie, puisque selon lui, les photographes ne sont que des peintres qui n'attendent que d'être révélés. Donc il va encourager Dora Maar à recommencer la peinture. Ce qu'elle va faire, elle va petit à petit abandonner les photomontages, abandonner tout simplement la photographie. Et en fait, en 1937, il est désespéré par la situation en Espagne, et c'est elle, qui est bien plus politisée que lui, qui va le convaincre de se lancer dans la grande aventure de Guernica, qui est donc l'œuvre la plus connue de Picasso. Et elle revient à la photographie pendant cette période-là pour capturer tout le processus de création. Et d'ailleurs, je trouve ça assez important de le noter, c'est dans une œuvre de Dora Maar, qui peignait à ses côtés à cette période, c'est dans une œuvre de Dora Maar donc, que Picasso a trouvé le motif de ce soleil lampe électrique qui a fait couler beaucoup d'encre et donné lieu à tellement d'interprétations et qui en fait était une invention de Dora Maar. Et puis, c'est la guerre, donc l'angoisse, l'occupation, les privations. C'est une période extrêmement difficile pour Dora Maar, donc la guerre en elle-même, puis l'après-guerre. Beaucoup de ses proches vont s'exiler, dont son père et sa grande amie Jacqueline Lamba. Jacqueline Lamba lui demande de s'occuper de sa sœur qui est seule dans le Paris occupé, qui est enceinte. Dora Maar, à ce moment-là, vient d'apprendre qu'elle est infertile et Picasso lui reproche énormément constamment, il l'humilie de plus en plus en public. Je pense que vous le savez, Picasso était une personne extrêmement cruelle, misogyne, machiste, qui traitait ses compagnes d'une façon absolument dégueulasse. Il faudrait un épisode de bien plus de 10 minutes pour vous en parler, mais donc il la traitait extrêmement mal, il lui reprochait le fait qu'elle était infertile, il était extrêmement jaloux, il l'empêchait de voir d'autres hommes tandis que lui la trompait constamment, il ne s'était même pas séparé en fait de sa précédente compagne pendant ces 10 ans qu'ils ont vécu ensemble, et en fait à cette période-là, donc Dora Maar est très proche de la sœur de Jacqueline Lamba qui finit par accoucher, elle devient la marraine de cette petite fille à laquelle elle va énormément s'attacher et qui va mourir au bout de quelques mois. À peu près au même moment, la mère de Dora Maar meurt aussi, Picasso la quitte pour Françoise Gillot et en fait Dora Maar va faire une énorme dépression, va friser la folie et elle va être internée dans un hôpital psychiatrique où elle va suivre des traitements extrêmement violents avant de finir par sortir de l'hôpital et commencer une très longue thérapie avec Jacques Lacan. À partir de cette période-là, donc de l'après-guerre, elle va de plus en plus se renfermer, elle va de plus en plus s'éloigner de toutes ses connaissances de l'avant-guerre. Elle va finir par partir en fait de Paris, elle va aller s'exiler à Ménherbe, qui est un tout petit village perché en Provence, totalement isolé du reste du monde. Elle va vivre entièrement seule et pendant toute cette période, donc à partir des années 50 jusqu'à sa mort en fait en 1997, elle va continuer à travailler énormément. Elle va peindre des paysages de plus en plus libres, ouverts, dépouillés, qui résonnent, je trouve, particulièrement bien avec cet extrait de son journal que je voudrais vous lire, parce que je trouve que bien plus que tout ce que je pourrais vous dire, il évoque ce à quoi pouvait ressembler la vie de Dora Maar pendant toute cette deuxième partie de sa vie. Je marche seule dans un vaste paysage. Il fait beau, mais il n'y a pas de soleil. Il n'y a plus d'heure. Depuis longtemps, plus un ami, plus un passant. Je marche seule, je parle seule. Dans le secret de moi-même, à moi-même secret, vivante, je me fais vivre. Dans cette chambre où j'ai vécu la folie, la peur et le chagrin, c'est l'éveil simple, un jour d'été. L'exil est vaste, mais c'est l'été. Le silence en plein soleil. Une enclave de paix, où l'âme n'invente que le bonheur. Pendant toute cette période, Dora Maar ne va plus exposer. Elle refuse à partir de ce moment-là les interviews, puisqu'en fait, à partir de sa rupture avec Picasso, on ne lui parle que de lui, et toutes les personnes qui cherchent à l'interviewer, à l'approcher, l'approchent pour en savoir plus sur Picasso.
Elle devient une fervente catholique, elle change radicalement d'opinion politique puisque à la fin de sa vie, elle lisait Mein Kampf et elle refusait de s'adresser à un juif. Elle meurt finalement en 1997 dans l'indifférence quasi générale. Les journaux en parlent à peine, elle a été quasiment oubliée et en fait elle ne va exister pendant plus de 20 ans qu'en tant que muse de Picasso, qu'en tant que la femme qui pleure des tableaux de Picasso. Ces tableaux où Picasso a dit lui-même qu'il avait torturé Dora Maar pendant des années, non pas par sadisme dit-il, mais par plaisir. Donc ces tableaux de femmes qui pleurent, de femmes désespérées, de femmes folles, de femmes au double visage qui selon Dora Maar sont un mensonge total et ne sont pas Dora Maar, ne sont pas elle. Donc elle ne va être connue plus que pour ses tableaux, elle ne va exister que par ses tableaux ou au mieux comme la photographe qui a documenté la création de Guernica et ça va durer en fait jusqu'en 2019 où là la narration va complètement changer sur Dora Maar grâce à une exposition qui s'est tenue au Centre Pompidou puis à la Tate Modern de Londres puis au Getty Museum de Los Angeles, une exposition qui a demandé un travail incroyable donc, qui s'est basée sur les écrits de Victoria Kambala qui était la seule femme qui a parlé, qui a étudié Dora Maar pendant toute la seconde partie de sa vie, qui a été très proche d'elle, donc sur ses écrits, sur cette connaissance et sur le fond photographique, sur le fond d'œuvre en fait que le Centre Pompidou a acheté à la mort de Dora Maar et qui a finalement été exploité, finalement été étudié et en fait donc la narration a véritablement changé à présent sur Dora Maar. On peut raconter son histoire, on peut raconter l'apport extraordinaire qui a été le sien à l'histoire de l'art du XXe siècle, au mouvement surréaliste surtout. Et il y a quand même encore un peu de travail à faire puisque tous les articles de journaux que j'ai pu lire sur cette exposition ne manquaient absolument pas de citer Picasso dans leur texte, ne serait-ce que pour dire Dora Maar n'était pas que la muse de Picasso ou la femme qui pleure de Picasso prend enfin sa revanche, mais enfin Picasso était constamment cité. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'un peu mieux connaître Dora Maar. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à partager à tout le monde, à tous vos amis, cette vidéo, à continuer à diffuser la bonne parole et à changer la narration qui est faite de la vie et de l'œuvre de ces artistes femmes. N'hésitez pas à commenter aussi, à me dire ce que vous pensez de toutes ces œuvres, à me dire si vous êtes aussi traumatisé par le simulateur que moi notamment, et on se retrouve dans 10 jours pour une nouvelle vidéo sur une autre photographe surréaliste.